Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. J'ai fait une vidéo là sur l'affaire qui concerne Léo Grasset. Il y a quelques minutes, j'ai supprimé la vidéo par moi-même. Il n'y a pas eu de strike, c'est moi qui ai choisi de la supprimer parce que la vidéo manquait de précision. Je la trouvais tournée peut-être trop à chaud, trop sous le coup de la colère. Qu'elle était imprécise, elle était imprudente, également imprudente pour moi. Et donc, je pense que c'était un petit peu mieux de la faire. Pour que vous compreniez, de la refaire. Pour que vous compreniez ma démarche, voici ici le tweet de Léo Grasset par rapport à cette histoire. Je vais revenir dessus dans un instant. Il dit « J'ai pris connaissance aujourd'hui du contenu d'un article publié à mon sujet par Mediapart. Je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de l'ensemble de mes partenaires. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je fais toutefois le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade sur les conseils de mes avocats. Je me tiens à l'entière disposition de l'autorité judiciaire si elle estimait nécessaire d'ouvrir une enquête et m'en saisirait au besoin pour me défendre contre ces allégations. Je charge mes avocats, maîtres Camille Loyer et Fares Edel, de réagir en cas d'atteinte à mon droit de présomption d'innocence ou de tout propos injurieux ou diffamatoire à mon égard. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela, Léo Grasset. Je n'ai pas vu les réponses à ces tweets. On va tout de suite regarder un petit peu ça. Non, je n'y ai pas accès, puisque je n'ai pas été mentionné par Dirty Biology lui-même. Alors, voilà, on a pris connaissance de sa déclaration. Petit rappel, en ce qui concerne la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça dit quoi? Ça dit qu'un juge est obligé de considérer innocent la personne qui passe devant la justice, tant qu'il n'a pas les preuves suffisantes qui prouvent sa culpabilité. Mais la présomption d'innocence, ça ne sous-entend pas que les personnes qui portent plainte et qui n'ont pas encore prouvé la culpabilité de l'autre sont elles-mêmes coupables de fausses déclarations. Il faut pas croire ça. Il ne faut pas croire qu'une personne qui accuse une autre personne d'agression sexuelle est, elle, coupable d'inventer jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Il faut aussi que nous, on accorde dans le monde civil une présomption d'innocence de la victime. Il n'y a pas de raison de supposer de base qu'un témoignage soit faux, soit inventé, soit diffamatoire. La conclusion définitive, c'est la justice qui va la donner. Il y a deux cas de figure. Soit la justice trouve suffisamment de preuves pour établir une culpabilité de Léo Grasset, auquel cas il sera condamné, soit elle ne trouve pas suffisamment de preuves, auquel cas il sera relaxé. Mais ne pas trouver suffisamment de preuves, ça ne veut pas dire ni que les faits ont eu lieu, ni que les faits n'ont pas eu lieu. J'aimerais toutefois vous rappeler, j'essaye d'être plus prudent que tout à l'heure, que parmi les études, parce que j'avais fait pas mal de recherches là-dessus, sur les fausses déclarations de viol, j'ai trouvé pas mal de chiffres différents, et le chiffre le plus élevé que j'ai trouvé sur une étude quand même assez poussée qui concernait 400 cas de condamnation judiciaire, de procès judiciaire dans un état des États-Unis dans l'Illinois, révélait qu'il n'y aurait eu que a priori 6 à 7% de fausses déclarations, et que toutes les autres seraient des déclarations basées sur des faits qui se sont réellement produits, qui a réellement eu agression sexuelle. Donc a priori, dans 94% des cas minimum, parce que les autres études nous disent plutôt 2,5% de fausses accusations seulement, la victime présumée inventerait les faits. Je vais parler évidemment de coupable présumé et de victime présumée dans cette vidéo-là. Vous savez très bien ce que je pense au fond de moi-même, mais je vais simplement être prudent avec les mots. C'est Mediapart donc qui a révélé cette affaire-là aujourd'hui même, et je vais vous faire la lecture de cet article. L'article est long, d'accord? Il y en a pour un quart d'heure de lecture. L'article est très dur, donc trigger warning, un vrai. Si jamais vous êtes sensible, si vous avez vécu malheureusement ces faits-là, vous avez tout mon soutien d'une part, et d'autre part, peut-être qu'il vaudrait mieux passer à la suite. Je mettrai un timecode dans la vidéo. Voilà ce que l'article de Mediapart dit. Star de YouTube, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes. À la tête d'une chaîne spécialisée de vulgarisation scientifique, le trentenaire est mis en cause par plusieurs vidéastes. L'une d'entre elles l'accuse de viol. 7 autres affirment avoir subi des violences psychologiques, sexuelles ou avoir constaté un comportement jugé problématique. Ils contestent totalement les accusations. Je suis tellement en colère, je suis tellement meurtri. Ces mots, Lisa, qui est un prénom inventé, a beaucoup hésité à les prononcer publiquement. À la tête d'une chaîne à succès sur YouTube, la jeune femme a soupesé longuement le fait de dénoncer des violences dans son milieu où la réputation fait et défait les carrières et où le cyberharcèlement peut être particulièrement dévastateur. Ces dernières années, elle a traversé un enfer mental, selon les mots du journal intime qu'elle tient consciencieusement. Il y a 2 ans, en mars 2020, elle a pensé tout arrêter. Dans une vidéo destinée à sa chaîne, finalement jamais diffusée, on la voit en larmes évoquer un différend avec un autre vidéaste, pas un différend professionnel, quelque chose d'important. J'aurais pas dû laisser les choses se faire, ça a vraiment changé les choses et après ça, j'étais plus tout à fait pareil, dit-elle encore sur cet enregistrement. Petite parenthèse, ça, les hommes, la culpabilité, j'aurais pas dû laisser les choses se faire, c'est de notre faute. C'est entièrement de notre faute à ne jamais soutenir et à faire du victim bashing, c'est notre faute. Si les victimes présumées d'agresseurs présumés finissent par culpabiliser de la façon dont elles auraient pu ou dû réagir. C'est à nous de soutenir systématiquement les victimes potentielles.
les victimes présumées. Lors d'entretiens avec Mediapart, devant ses amis dans des messages et des courriels, Lisa, âgée d'une vingtaine d'années, a affirmé avoir subi des violences sexuelles de la part d'une star de la vulgarisation scientifique sur YouTube, Léo Grasset. Au total, Mediapart a recueilli le récit de 8 femmes le mettant en cause à des degrés très divers dans des relations intimes ou au travail. Aucune plainte n'a, à ce jour, été déposée. Contacté par Mediapart, ce dernier, Léo Grasset, n'a pas souhaité répondre à nos questions avant la publication de notre enquête. Il a finalement publié un communiqué le jeudi 23 juin que je vous ai lu. À 32 ans, Léo Grasset est une figure de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Sa chaîne Dirty Biology, créée en 2014, compte plus de 1,3 million d'abonnés avec des questions aussi diverses que comment créer une couleur, le cancer est-il un organisme vivant, pourquoi le PQ est sous-optimal ou le plaisir féminin. Je n'en pense pas moins. Il est co-créateur de la chaîne Vortex, lancée en 2019 et coproduite par Arte, et l'auteur de plusieurs ouvrages, une BD chez Delcourt avec son frère Cola, La grande aventure du sexe, ou un essai au seuil, Le coup de la girafe. Son dernier ouvrage, Le grand bordel de l'évolution, est sorti en novembre chez Flammarion. L'histoire de Lisa commence au milieu des années 2010. À l'époque, la vulgarisation sur YouTube est un petit milieu où les liens se tissent rapidement. Léo Grasset est charismatique et sympa. Lisa, qui a à peine 18 ans, s'entiche de lui. Ils se parlent souvent à distance sur Skype ou sur Messenger. Il vit à l'étranger, en Thaïlande je crois. Ils flirtent. Quand ils auraient couché ensemble à l'été 2015, il est très gentil, se souvient-elle. Leur relation est vite chaotique. Léo Grasset aurait pris ses distances puis renoué. Elle suit. J'avais énormément d'admiration et de respect pour lui, et dans notre milieu, il est érigé en tant que dieu, selon Lisa. Il se voit de temps en temps, aurait parfois des relations sexuelles, puis il disparaît de nouveau sans qu'elle ne sache où ni avec qui. Parfois, dans des forums de vidéastes, il se moque d'elle, mais en privé revient vers elle. Le truc qui est devenu excessivement malsain, c'est que j'étais retombé dans l'engrenage de l'admiration, de l'emprise, raconte la jeune femme. Ces sentiments contrastés lui auraient provoqué une espèce de yo-yo mental. Fin juillet 2016, ils doivent se retrouver à Paris. Le soir du rendez-vous, comme en attestent les messages qu'ils échangent ce soir-là, il traîne avec des amis. Elle est dépitée. Finalement, vers 1h30, le jeune homme la rejoint. Il est fortement alcoolisé, d'après plusieurs témoins. Elle est en colère et elle ne veut plus faire l'amour, affirme-t-elle lors d'un entretien à Mediapart. Je lui dis plusieurs fois que je n'ai pas envie. Après des caresses, elle aurait essayé de se décaler. Un geste qui aurait provoqué une espèce de switch dans son regard. La jeune femme décrit ensuite une scène violente. Léo Grasset l'aurait maintenue avec ses mains autour de son cou et l'aurait pénétrée avec des coups très forts. Oh là là. J'ai eu excessivement peur, raconte Lisa en larmes durant tout le récit qu'elle fait à Mediapart. J'ai voulu crier et il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, dit-elle encore, avant de parler d'un trou noir et de s'être sentie en état de choc. J'avais vraiment une espèce de dissonance cognitive maximum où je me disais « c'est la personne que j'aime, il vient de se passer ça », dit encore Lisa. Il serait ensuite parti au petit matin. La vidéaste se serait alors frotté le corps sous la douche avec une éponge abrasive. J'ai dû me laver en tout une vingtaine de fois d'affilée. Depuis, Lisa ressent la honte. Le mot revient sans cesse. Elle a régulièrement des crises d'angoisse. Sa vie amoureuse et sexuelle en a été perturbée. Il n'y a aucune honte à être la victime d'un agresseur présumé. Aucune honte. Sa mère a recueilli ses confidences dès l'été 2016, même si le mot viol n'est pas prononcé. Pour moi, à l'époque, un viol, c'est se faire agresser dans la rue par un inconnu, mais j'ai réalisé tout de suite la gravité de ce que ma fille a décrit, explique-t-elle, émue à Mediapart. Elle constate la descente de sa fille. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, elle avait un dégoût de tout. Elle a pris des médicaments, vu des psys, rapporte-t-elle. 2 amis proches de Lisa lui ont aussi confirmé à Mediapart, avoir reçu les confidences de la vidéaste. Dès 2016 pour Paul, c'est avant MeToo. Elle n'a pas mis les mots tout de suite, mais il a vu la nette dégradation de son état de santé, des moments de grosse déprime, une perte de confiance en soi, une crise de panique un soir de fête chez elle. Une comédienne proche de Lisa raconte avoir passé une soirée avec Léo Grasset au Québec à l'automne 2017. Le sujet de conversation aurait porté sur le stalking, cette forme de harcèlement dont les femmes sont les premières victimes. Léo aurait alors accusé Lisa. « J'en connais une bonne, moi, de stalkeuse, ta pote. » Il aurait ajouté « Et moi, je lui ai bien défoncé les muqueuses. » Questionné sur ce point, le youtubeur n'a pas répondu. Je vais faire preuve de toute la prudence possible par rapport à ça, pour ne pas me mettre en porte-à-faux. Mais ce genre de phrases, c'est des phrases qu'on retrouve très fréquemment chez les personnes qui sont accusées d'agression sexuelle. De porter, c'est ce qu'on appelle le Darvo, c'est healthy misandry sur les réseaux sociaux qui m'a appris ce terme, c'est-à-dire de retourner la culpabilité et finalement d'attaquer l'autre personne qui se retrouve ensuite isolée. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, hein. Je ne fais que lire l'article et donner mon point de vue par rapport à ça, hein. D'accord ? Je préfère vraiment me protéger par rapport à ça. Je sais que les personnes accusées d'agression sexuelle sont parfois très virulentes au niveau judiciaire.
Devant plusieurs personnes que nous avons interrogées ou dans des groupes de discussion, Léo Grasset tient dès 2016 à de nombreuses reprises des propos dégradants au sujet de Lisa. Il fait le récit d'une relation à sens unique et d'une jeune femme très éprise de lui, hardcore en love pour le citer, quand il lui parle de plan cul, et il sape peu à peu sa crédibilité. Il la présente comme une psycho-bitch ou une mytho et étend le discrédit à la sphère professionnelle. Ah là là, la pauvre. Encore une fois, je parle au conditionnel, mais si tout ça c'est réellement produit, moi je n'en doute pas, mais je n'affirme rien, je ne suis pas juge. Cet isolement qu'il a provoqué chez elle devait être terrible. Il exploite alors avec d'autres les maladresses qui peuvent émailler le lancement de sa chaîne YouTube. À l'époque, elle est jeune, manque d'expérience et tâtonne, comme beaucoup dans cet univers très récent. Il y avait des défauts, mais j'ai corrigé très vite. Je voulais apprendre et je faisais tout pour m'améliorer, explique la vidéaste. Tout peut-être, mais rien n'y fait. La méfiance est instaurée. Elle est manifeste quand Lisa va commencer à évoquer des violences, même de manière implicite. Quand elle tweet en février 2019 à la suite des révélations sur la Ligue du LOL, elle n'est pas crue par beaucoup. Je me méfie parce que je pense qu'elle est capable d'instrumentaliser tout ça à son profit, écrit par exemple un vidéaste, pilier du secteur sur un groupe d'échange entre youtubeurs consulté par Mediapart. Selon un autre document, un deuxième youtubeur raconte avoir été averti en 2018 par un collègue sur un Discord spécialisé que les méthodes de la vidéaste n'étaient pas scientifiques ou que Lisa avait fait des sales coups à d'autres vidéastes. La participation de Lisa à plusieurs événements est annulée. À un ami, elle écrit en 2016 « Je ne sais pas pourquoi, il ne m'aime pas à ce point, c'est ouf ». Léo porte une énorme responsabilité dans la décrédibilisation de Lisa. Il nous l'a présentée systématiquement comme une mythomane et il a fini par réussir à la faire passer pour une folle incompétente, se souvient l'un des précurseurs sur YouTube dans la vulgarisation scientifique. Longtemps proche de Dirty Biology, il a rompu le contact depuis qu'il a recueilli le récit de plusieurs femmes. Je crois qu'il s'agit de Linguisticae, j'en parlerai un peu tout à l'heure. S'il a parfois pu être critique du travail de Lisa à ses débuts, il regrette aujourd'hui les propos qu'il a tenus. Depuis j'ai compris, c'est fou de mesurer combien Léo a réussi à créer une bulle et à l'évincer. On s'est senti extrêmement coupable d'être tombé là-dedans. Arnaud Gantier de la chaîne YouTube Stupid Economics se souvient lui aussi qu'en 2016, Léo Grasset se moque régulièrement de Lisa avec un langage ordurier et sexiste. Sous son impulsion, elle devient, dit-il, un bouc émissaire d'une partie d'un groupe. Très vite, on lui construit une réputation de meuf qui triche, de meuf malhonnête, rappelle la vidéaste Manon Bril. Or, la réputation sur YouTube est cruciale. Petite parenthèse. C'est la première fois, et pas la dernière, dans cette vidéo-là, que je vais le signifier. Linguisticae, là, je vais vous montrer avec son tweet tout à l'heure, qui est au courant depuis un moment. Pardon, excusez-moi, je reprends ce que je veux dire. Linguisticae, qui a été témoin de propos misogynes. Arnaud Gantier, qui se souvient de moqueries d'un langage ordurier et sexiste, et qui ont été, a priori, tenus au courant des faits auxquels Léo est accusé, dont il est présumé accusé actuellement. C'est très bien de dire aujourd'hui, effectivement, on savait, mais il y avait quand même d'autres façons de réagir. Tout le contenu de ma chaîne sur Foilier, c'est ça, c'est d'essayer d'expliquer aux hommes que c'est assez facile en fait de simplement arriver en disant moi je soutiens les victimes de violences, c'est de ne pas agir. Alors je ne dis pas que j'aurais agi différemment, c'est trop facile de dire ça de mon fauteuil. Je pense que j'aurais agi différemment, Aujourd'hui, à force de lire tout ce que les rats de femme peuvent publier sur les réseaux sociaux, de discuter, d'échanger énormément avec vous, je pense savoir comment réagir dans ces situations-là. Et en fait, ça n'est pas suffisant de dire simplement 3 ans après, je les accuse de rien, c'est pas eux les coupables dans cette histoire-là, mais de dire bah oui, on savait depuis longtemps qu'ils pouvaient avoir potentiellement un comportement problématique. C'est trop facile de dire ça. Mais bon, voilà, c'est quand même bien de défendre aujourd'hui les victimes présumées, ce qu'ils font. Alerté à l'époque, Vincent Manilev, auteur d'un livre de référence YouTube derrière les écrans, ces artistes, ces héros, ces escrocs, on est certain. Cela a ralenti l'ascension de Lisa. Elle était exclue de certains milieux. Elle va un jour atteindre 1 million d'abonnés. Cela aurait pu être le cas bien avant, car elle aurait dû avoir bien plus de collaborations. Pareil, Vincent Manilev, là, il n'est pas forcément au courant des attaques, enfin des dénonciations que Léo Grasset subit. Mais s'il est au courant que, en fait, son attitude a ralenti son ascension, comment se fait-il qu'on en entende parler que maintenant, finalement? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, je sais pas, des personnes qui se disent, bah en fait, ça doit s'arrêter. Sur YouTube, les partenariats entre les deux chaînes est un moyen important de gagner de nouveaux abonnés. Lisa dit qu'elle a été détruite. Même si elle a tenu et que sa chaîne a prospéré, elle a eu des pensées extrêmement sombres. Pousser la porte d'un commissariat lui a semblé impensable. À l'époque, je pense que si je porte plainte, ma carrière va être foutue. Alors ça aussi, c'est notre faute, les mecs, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme porte plainte, prenez les cas les plus récents, San Van Roy, Charlotte Arnoux, qui ont dénoncé Luc Besson et Gérard Depardieu, qui sont mais complètement humiliés par les réseaux sociaux, par la vindicte populaire. Ça, c'est de notre faute, ça. C'est parce qu'on ne soutient jamais les victimes présumées.
Au mieux, je vais être considérée comme la fille qui a été violée. Au pire, tous les autres vidéastes vulgarisateurs vont se liguer contre moi, pense-t-elle. Avec Léo Grasset, les échanges se sont poursuivis de manière très ponctuelle sur Facebook. Le 19 janvier 2019, il prend l'initiative de lui écrire pour saluer une vidéo nickel. Il ajoute « Je veux profiter de ce message pour m'excuser. Je n'ai pas été correct avec toi quand on s'est revu en 2016. Bon, c'était une période particulièrement bordélique de ma vie et ça va mieux maintenant, mais ça n'excuse rien. » Bon, ça, je n'accuse Léo Grasset de rien, d'accord? Je ne fais que relayer des propos. Ça, il faut quand même reconnaître, Léo, que ça fait partie de la rhétorique très classique qu'on a l'habitude de voir chez les agresseurs sexuels présumés. Une sorte de storytelling qu'ils vont mettre en place pour se victimiser. Le bouseux en a énormément utilisé. D'un seul coup, il était devenu quelqu'un qui souffrait de pathologie psychiatrique du jour au lendemain et ça devait expliquer. Mais Léo, j'ai subi moi des dépressions très graves dans ma vie et je n'ai jamais été accusé de ces faits-là. Donc en fait, ce message-là n'a aucun sens. Il revient sur le plan professionnel. Je mentionnerai pas les trucs merdiques qui ont suivi, les dramas sur YouTube, etc. L'idée est vraiment de faire la paix avec tout ça et de ne plus garder de rancœur ou de froideur particulière. Une neutralité m'irait déjà pas mal. Lisa répond 6 jours plus tard. Elle propose d'en parler de vive voix. Le rendez-vous a lieu en avril 2019 dans un café parisien. D'après son récit, Léo Grasset se serait excusé, expliquant à propos de la nuit de juillet 2016 qu'il était bourré. Ça, c'est une circonstance aggravante, hein, et pas atténuante, en parlant d'une erreur de jeunesse. Un récit que la jeune femme a fait à plusieurs proches. Le 19 avril 2019, Léo Grasset écrit « Cette citation a fait du bien. Réponse de Lisa, oui, c'était une bonne chose. Si tu veux en reparler au besoin, n'hésite pas. Il n'y aura pas de suite. » Il faudra attendre le printemps 2020 pour qu'une partie des proches de Léo Grasset change de regard sur Lisa. Lors du confinement, des femmes du milieu de la vulgarisation et leurs amis se confient. Elles se rendent compte que plusieurs d'entre elles ont eu une mauvaise expérience avec Dirty Biology, qu'elles ont parfois eu des relations avec lui en même temps. Elles revisitent chacune leur histoire, se sentent manipulées et posent des mots sur ce qu'elles estiment avoir suivi. Même si leurs récits sont différents, plusieurs femmes interrogées ont cru déceler dans leur expérience des passerelles avec le récit de Lisa. Marine Perrin, Marinette sur YouTube et sur Twitch, rencontre Léo Grasset en 2018. Durant l'été, lors d'un rapport sexuel choisi, elle lui aurait demandé d'arrêter pour retirer sa coupe menstruelle, en vain. À Romain Monté, le vidéaste de la chaîne Linguisticae, la journaliste écrit en mai 2020 « À titre perso, je peux te dire qu'il a beaucoup de mal avec la notion de consentement. Par exemple, crier le mot « arrête » ne l'empêche pas du tout de continuer. » Selon Marine Perrin, Léo Grasset est dans son esprit dans l'idée de sexe brutal mais consenti. Dans un message du 30 juillet 2018, il lui écrit « Le consentement dans le cul, pour la plupart des gens, c'est un jeu. Enfin, tu joues à le perdre, ton consentement. » L'idée du sexe brutal, ça c'est vraiment de la culture du porno total, quoi. Le youtubeur souffrirait aussi de sexomnie. Il s'agit d'un trouble rare qui ressemble à du somnambulisme avec des gestes parfois brutaux de nature sexuelle, parfois sans souvenir au réveil. Bon, je ne vais pas l'accuser de mentir parce que qui je suis pour accuser les gens de mentir. Si c'est vrai, ok, c'est vrai. Mais punaise, ça a intérêt à être vrai. Parce que si ça c'est une invention pour justifier les comportements, ce serait gravissime. Punaise. À Marine Perrin, Léo Grasset écrit le 30 juillet 2018 sur Messenger « Je baise en dormant des fois. Quand je suis dans cet état-là, je suis un peu animal. Quand je suis éveillé, je fais vachement attention à l'autre, alors que quand je dors, je m'en balèque. » 6 femmes évoquent auprès de Mediapart ce qu'elles qualifient de violence psychologique ou de comportement toxique dans le cadre d'une relation intime, de plusieurs années ou de quelques mois selon les cas, à des degrés divers. Une thématique encore peu connue et rarement évoquée, notamment en France. Dans leur récit, il ne s'agit pas seulement d'attitudes qui pourraient être banalement désagréables, mais d'un comportement qui ne se serait répété à plusieurs reprises et qui aurait eu pour conséquence des dommages physiques et psychiques, avec de forts retentissements dans leur vie personnelle et professionnelle. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, serait coutumier de relations virtuelles très intenses, passant par l'envoi de très nombreux messages sur une courte période. Ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour qui peut créer une dépendance affective très forte et submerger d'émotions celui ou celle qui les reçoit, indiquent les travaux de Gwenola Sueur et de Pierre-Guillaume Pringent, spécialistes des violences conjugales. Vous comprenez que c'est une pratique qui n'est pas considérée comme saine, qui est considérée comme appartenant à la thématique des violences conjugales. On se voit très peu, mais on se parle 24 heures sur 24. C'est une relation omniprésente, explique ainsi Marine Perrin, qui l'a fréquentée en 2018. Jeanne, une youtubeuse aux centaines de milliers d'abonnés, raconte ces échanges la même année. C'était très pernicieux. Il y avait des fois où il ne me répondait pas pendant une semaine et ensuite une dizaine de messages en 1 heure. C'était toujours à son bon vouloir à lui. J'avais l'impression que j'étais à sa disposition. La relation ne dure que quelques mois. Jeanne pense avoir été un peu protégée par son statut sur YouTube. Pendant 2 mois et demi, c'était non-stop, dit aussi Chloé, 27 ans, comédienne, qui a gardé un mauvais souvenir de sa relation virtuelle en 2019. J'ai eu l'impression d'être un peu un objet qu'il ne considère pas. Ça a été psychologiquement compliqué. Après une nuit passée avec Chloé, Léo Grasset aurait disparu selon son récit. Dans ma situation psychologique fragile de l'époque, je me suis beaucoup dit que c'était de ma faute.
Surtout, ces relations très intenses, du moins virtuellement, se doublent, d'après les récits recueillis, de sentiments pour ces femmes de chaud-froid incessant, où, aux périodes de forte intensité, succèdent des moments parfois longs durant lesquels leur correspondant disparaît. Elle raconte des rendez-vous tant espérés finalement annulés, des soirées programmées repoussées. Un vécu qui peut semer la confusion avec des injonctions contradictoires et le sentiment de vivre des choses qui ne sont pas rationnelles, ce qu'on appelle parfois le gaslighting, selon Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Pringent. Plusieurs femmes parlent d'une forme d'emprise qui s'instaure et qui les laisse parfois en état de choc. En 2019, Léo Grasset et Émilie, prénom inventé, une jeune femme passionnée par la vidéo, se parlent pendant des journées, des soirées, tous les jours, tout le temps. Il est extrêmement charismatique, très drôle, très gentil, très attentionné. C'est un peu l'homme parfait, résume Émilie. C'est en rencontrant un ami de Léo Grasset qu'elle apprend que l'histoire d'amour qu'elle croit vivre est illusoire. J'ai été dans un état de choc, affirme-t-elle, en raison de la situation d'emprise dans laquelle elle se serait trouvée. Son ami Corentin confirme son état de choc immense. Elle tremblait de partout, elle regardait dans le vide, son corps ne bougeait presque plus. Jusque-là, seule la façon dont Léo Grasset avait parlé de 2 de ses ex devant elle l'avait un peu alarmée. Il les aurait présentées comme folles, dont Lisa. À un ami, Léo écrit que sur YouTube, toutes les meufs mignonnes ou bonnes même, hop, elles sont niquées de la tête ou en dépression à cause de moi. Attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un qui présente toutes ses ex comme étant folles, le problème c'est probablement pas ses ex. Hein. Parmi celles-ci figure une autre vidéaste à succès, Manon Bril. Docteur en histoire, elle anime sa chaîne de vulgarisation sur YouTube, c'est une autre histoire. Elle rencontre Léo Grasset fin 2015, à l'époque où elle se lance sur YouTube. J'ai 5000 abonnés, il en a 300 000. Il est super intéressant, je flash sur lui. Leur relation va durer plusieurs années, laquelle est souvent à distance, il vit la plupart du temps à l'étranger, instable, des hauts et des bas constants, implicite, leur couple n'est jamais tout à fait officiel, souvent numérique, des échanges de messages. Ils bossent parfois ensemble, ils contribuent à sa notoriété montante. Il me donne plein de conseils, il me valorise dans mon travail, il m'intègre dans une communauté. Mais dans la vie personnelle, il m'a mise dans une insécurité émotionnelle énorme, dit Manon. Elle perd confiance en elle, elle devient jalouse. Elle fait très vite partie du groupe de vidéastes hostiles à Lisa. En le fréquentant simultanément, les 2 femmes se sont trouvées en concurrence auprès de Léo Grasset, classique, pendant quelques mois. Depuis, elles se sont parlé des heures durant, se soutenant l'une l'autre. Elles pleurent parfois en s'écoutant, Manon surtout. On s'est tellement haïs, enfin surtout moi. Dans cette horreur, nous vivons aujourd'hui une vraie expérience de sororité. Fin 2017, Léo Grasset met fin à sa relation avec Manon Bril. Et c'est parti pour 2 ans d'une rupture continue, selon la vidéaste. Elle raconte qu'elle va mal. Sa mère tombe gravement malade. Elle lui réapparaît au moment où elle est si vulnérable. Il est présent auprès d'elle, mais s'éloigne à chaque fois que ça devenait un peu trop. Il m'a kidnappée émotionnellement, dit-elle. La jeune femme s'enfonce. À l'automne 2018, elle est en dépression. Elle consomme des anxiolytiques et des antidépresseurs. Elle prend du poids, elle a des trous de mémoire, elle pleure tous les jours. Elle fait du psoriasis, se bloque le dos. Elle voit Léo Grasset de temps en temps, puis il disparaît de nouveau. En janvier 2018, le youtubeur écrit « Ça me dévaste de voir l'impact de notre relation sur ta santé ». En mars, elle écrit « Toute l'année a été comme ça, t'as soufflé le chaud et le froid en permanence ». Charles Villa, journaliste à Brut, se souvient d'une maison dévastée et d'une soirée ensemble où il l'avait raccompagnée chez elle, car elle était terrorisée à l'idée qu'il puisse monter à Paris et l'attendre sur son palier. Manon, c'est une boule de joie, de soleil, d'énergie incroyable. Au fur et à mesure des années, j'ai vu la lumière qui s'éteignait, raconte son amie et collègue Lucie. Longtemps, elle a pensé qu'elle assistait à une histoire impossible entre 2 êtres, pas prêts l'un pour l'autre. Aujourd'hui, elle estime qu'il ne lui a pas juste brisé le cœur, il l'a détruite. Manon Bril finit par couper toute communication avec Léo Grasset en avril 2020. Peu avant, elle a découvert l'infidélité. Peu après, elle a recueilli les paroles de plusieurs femmes, dont Marine Perrin et Lisa. C'était la sidération, dit Manon Bril. Diane, un autre prénom inventé, n'est pas youtubeuse, mais elle évolue elle aussi dans le monde des sciences. Fin 2017, elle met fin volontairement à la relation à distance dans laquelle elle s'est lancée avec Léo Grasset quelques mois plus tôt. À la rupture, elle décrit un comportement très collant à base d'appels, de messages et parfois de cadeaux qui devient anxiogène. Il peut être très drôle, il a une belle rhétorique, mais quand ça ne va pas, c'est un mec malaisant, affirme-t-elle. Le 3 avril 2018, après de nombreux messages, Diane décide d'éclaircir sa position. Je visualise mal un futur ensemble. Du coup, aujourd'hui, je peux pas assurer toute cette communication de petits SMS toute la journée, etc. J'aimerais bien qu'on essaye d'arrêter de se parler, au moins histoire de voir ce qu'on ressent. Les messages ne s'arrêtent pas. 5 jours plus tard, elle insiste. Ce que je t'avais dit à propos de tous les messages, ça tient toujours. Puis, je reste sur mon idée de ne plus se parler pendant un temps. Mi et fin avril de la même année, donc en 2018, il lui reproche ses esquives et c'est elle qui aurait un problème. Sur Messenger, il écrit « Si ta réaction à un mec qui essaie
de ne pas perdre le contact cool avec toi, c'est d'agir comme si tu n'étais pas capable de te mettre à la place ou de le repousser encore plus fort, c'est que tu as peut-être un vrai problème. Mais non, en fait, c'est terrible. Ces messages-là, j'imagine que si le Mediapart les partage, c'est qu'ils les ont en leur possession, mais en fait, quand une personne nous demande de ne plus avoir de contact avec, on respecte tout simplement. Moi, ça a été le cas de quelqu'un que j'appréciais beaucoup récemment, qui m'a demandé de plus prendre contact avec elle. Bah voilà, je l'ai fait, ça me fait mal au cœur, mais je l'ai fait, c'est comme ça, il faut respecter. Il essaie de l'appeler. C'était souvent ça. Je rejetais l'appel sur le téléphone, puis sur Facebook, puis j'avais un message. Pourquoi tu réponds pas? Après, je culpabilisais, précise-t-elle, en faisant défiler l'historique de son téléphone. Elle se retrouve alors à lui dire pardon. Il finit par s'excuser également. 3 semaines après, il prend un Airbnb non loin du village de ses parents où elle habite. Elle lui écrit pourtant « Je me sens mal que ça implique que tu descendes ici ». Anne-Cécile, son amie d'enfance, prétend que Diane se sentait épiée. Viviane Lalande, de la chaîne YouTube Syllabus, se souvient également de cette période. Diane me disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'il ne comprenait pas le nom. Elle avait cette peur d'être observée. Ce comportement pourrait s'apparenter à du stalking, le fait de traquer une personne post-séparation, selon les spécialistes des violences dans le couple, Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Pringent, qui ne s'expriment pas sur ce cas précis. C'est presque fini, courage. Mediapart a aussi recueilli le récit d'une youtubeuse qui s'est plainte de Léo Grasset dans un cadre strictement professionnel. Archéologue de formation, Clotilde Chamoussi anime Passé sauvage, une chaîne de vulgarisation autour de l'archéologie, de l'anthropologie et de l'histoire, à laquelle 120 000 personnes sont abonnées. Elle rencontre Léo Grasset en 2016, l'année du lancement de sa propre chaîne. Il compte déjà 400 000 abonnés et fait beaucoup de choses pour mettre en avant son travail. Mais il instaure aussi, d'après son récit, un climat très sexualisé. En février 2017, lors d'un festival à Nice, alors qu'elle se penche pour ranger ses affaires, il aurait lancé « Je te toucherai bien les fesses, mais on n'est pas assez amis ». Je touche pas les fesses de mes amis. Quelques minutes après, écrit-elle dans un récit transmis à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT, je vais y arriver, en 2021, il lui aurait proposé « Ça te dirait du sexe d'après-midi ». En mai 2017, lors d'une soirée à l'Aquarium Ciné Café à Lyon, « Cette nuit, je me glisserai bien entre vous deux, ok ?» aurait-il suggéré à Clotilde Chamoussi et à son compagnon. J'avais trouvé ça extrêmement déplacé, se souvient ce dernier. En septembre 2018, Clotilde est embauchée pour travailler sur la web-série Le Vortex, dont Léo Grasset est l'un des fondateurs. D'après elle, Léo Grasset l'aurait insulté à 2 reprises alors qu'ils étaient seuls dans une pièce. Espèce de sac à foutre, puis espèce de gros sac à foutre, aurait-il lancé. Il se serait excusé le soir sur le ton de la rigolade. Clotilde Chamoussi, qui a appelé plusieurs fois son compagnon, choqué, se serait tout de suite confiée à Viviane Lalande de la chaîne YouTube Syllabus, présente lors du tournage. Ça a profondément blessé et choqué Clotilde, dit sa collègue. Les 2 femmes se souviennent d'un climat macho. Léo avait eu l'idée du vortex. La hiérarchie, c'était lui en mal alpha, indique Viviane. Clotilde déplore, elle, l'ambiance ultra viriliste. Pierre Kerner, maître de conférences et youtubeur, fait des relectures sur le vortex et a aussi été confident de Clotilde. Viviane et Clotilde m'ont rapporté que l'ambiance était particulièrement sexy sur le tournage et que Léo avait eu des propos déplacés. Voilà, on a encore un homme ici qui était au courant de ce qui s'était passé, d'une partie de ce qui s'était passé et qui nous dit aujourd'hui j'étais au courant. Mais en fait il faut agir, hein. Il y a des façons d'agir. Suivez les webinaires organisés par les associations Radfem, quoi. Suivez-les. Un des producteurs du Vortex, Ronan Le Tonqueux, plus connu sous le nom de Riel Miop sur YouTube, affirme n'avoir aucun souvenir d'insulte sur le tournage. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais je ne me souviens pas qu'on m'en ait parlé. Le YouTuber se remémore en revanche une ambiance sexualisée amenée par Léo Grasset. Il est un peu lourd, mais toujours sous couvert d'humour. C'est à la fois des jeux de mots intelligents construits et en même temps c'est désagréable, voire inadmissible. Riel Miop, qui est un type que j'adore, que je suis depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je connais ce réalisateur-là, pas personnellement bien sûr. Voilà, encore un homme qui était au courant de ça et qui a laissé passer. Il faut agir, c'est notre rôle les mecs. Vous êtes toujours là en train de chialer là, dans les commentaires. Oui, je veux m'intéresser au féminisme, mais les femmes elles veulent pas qu'on soit féministe. Mais il est là notre rôle. Il est dans l'éducation aux hommes. Quand vous assistez à ça, vous réagissez quoi. Le producteur qui accueillait le tournage dans sa maison de Fougères en Ille-et-Vilaine affirme qu'il y avait un manque de prévention. En 2021, j'ai fait la formation anti-harcèlement du CNC qui n'existait pas à l'époque. Non mais hey, rien mieux, il y en avait d'autres des formations qui existaient. Attends, les associations féministes, elles existent depuis bien avant 2021. Faut pas déconner là. Si on veut vraiment bien faire, on est capable de bien faire. Aujourd'hui, on a des protocoles qui existent, des chartes qu'on fait signer en début de tournage. C'est toujours plus difficile quand on n'a pas les règles en tête de fixer les limites. Il n'y a pas besoin d'avoir de règles en tête. S'il y a des propos sexistes, sexuels sur un tournage, on intervient quoi. Putain, Riel Miop. Ronan Le Tonqueux précise que c'était le premier et dernier tournage qu'il a fait avec Léo Grasset. Au nom d'Arte, Lama Serran affirme aussi n'avoir jamais été informée pendant le tournage. Et si la chaîne a cessé de collaborer avec Léo Grasset, c'est, dit-elle, en raison de son comportement non professionnel, rendu des scripts au-delà du temps imparti, dénigrement d'Arte dans des interviews.
Aujourd'hui, Clotilde hésite à porter plainte. D'après Marilyn Baldec, la directrice générale d'AVFT, des injures sexistes et des propos à connotation sexuelle qui sont répétés ou ont des conséquences, la vidéaste serait isolée professionnellement pendant quelques mois. Le 18 octobre 2019 se déroule le dernier échange de Clotilde Chamussier et Léo Grasset sur Instagram. Il réagit à l'une de ses photos sur laquelle on la voit avec une serviette nouée sur la tête. From meuf avec un giga décolleté to meuf avec un turban de dingue real quick. Clotilde répond par message vocal. Salut, peux-tu s'il te plaît arrêter tes remarques sur mon physique ou tes insinuations sexuelles quand on se voit? C'est arrivé plusieurs fois, ça me prend la tête, parfois ça me blesse. Il répond directement par l'écrit. Oula, ok. Puis, j'avoue que c'est la 4e dimension comme ressenti. Il n'y a aucune intention de te sexualiser, mais de relever le côté comique du changement de ta situation avec le changement de ta tronche. Déjà, j'explique ma blague, ce qui est désagréable, mais en plus du jamais vu dans mes relations sociales d'avoir un tabou social sur le physique de mes potes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est des SMS qu'il a écrits, donc là, on peut pas m'accuser. J'espère qu'on peut pas m'accuser de diffamation. D'accord? Je me protège depuis le début de cette vidéo, mais là, c'est quand même des SMS. Vous vous rendez compte le côté problématique de ces messages, quoi. Ce à quoi Clotilde répond, mais je ne suis pas certaine qu'on soit potes. Tu me parles comme de la merde trop souvent. Au fil des années, plusieurs youtubeurs qui ont souvent des centaines de milliers d'abonnés ont été les confidents de Manon, Émilie, Lisa, Marine ou Clotilde. Certains avaient détecté que des choses n'allaient pas, vu des signaux d'alerte, d'autres sont tombés des nues. Alors certains, là je parle aux hommes qui ont vu des signaux d'alerte, vous devez réagir plus tôt. Vous devez mieux réagir. Aujourd'hui, ceux qui ont répondu à Mediapart veulent soutenir les filles. Très sincèrement, j'ai vraiment un bon fond, je ne fais pas de procès d'intention, d'accord, je fais preuve de charité intellectuelle à l'égard des gens, donc je veux bien vous croire, je veux bien croire que vous voulez soutenir les femmes, d'accord? Je vous l'accorde. Mais permettez-moi de douter de ça, parce que vous n'agissez finalement qu'à partir du moment où Mediapart vous appelle pour dire qu'un article sort. En tout cas, c'est l'impression que vous nous donnez. Je me trompe peut-être. Si je vous fais un procès d'intention, vraiment, sincèrement, je m'en excuse. Je sais que les vidéastes regardent beaucoup de vidéos sur Internet, c'est possible qu'ils regardent ça. Je m'excuse si je fais un procès d'intention. Mais il y avait d'autres façons de réagir plus tôt. Encore une fois, c'est trop facile pour moi de dire ça. Peut-être effectivement que j'aurais réagi comme vous, mais je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de connaissances et d'armes pour pouvoir réagir comme il se doit dans ces moments-là. Arnaud Gantier de la chaîne Stupide Économique contacte l'association AVFT en 2020 pour savoir comment les épauler. Au début, il remarque uniquement le panel de blagues déplacées de Léo, puis il recueille au fil des années les confidences même partielles de Manon et Clotilde. Regardez là, vous avez quelqu'un qui contacte l'association pour savoir comment réagir. D'accord? Là, vous avez quelqu'un qui se met vraiment à leur service. Là, il y a une réaction intelligente. Théo de la chaîne Balade Mentale, que j'adore, a connu Léo Grasset depuis 2018. Ils ont été assez proches. Il voyait bien qu'il avait plein d'aventures et s'en vantait, mais rien de plus. Mi-2020, il coupe progressivement les ponts, notamment après avoir reçu les confidences de deux de ses amis, Manon Bril et Émilie. C'est une bonne chose de commencer par couper les ponts. Mais pareil, il y a d'autres façons d'intervenir là. Hein. Fin 2021, il accepte de revoir Léo Grasset. Le petit monde de la vulgarisation sur YouTube est alors informé de certaines accusations pesant sur l'animateur de Dirty Biology. Je l'ai revu parce que j'avais besoin de comprendre, mais il a évité le sujet. Il a fait comme s'il n'y avait rien de spécial à dire. J'ai fini par lui demander s'il avait envie de s'expliquer. Il m'a dit que tout n'était que rumeur. Selon Théo, son interlocuteur se serait même interrogé devant lui. Franchement, quand je vois comment on me traite aujourd'hui, des fois, j'en viens à me demander si je n'ai pas violé Manon ou Lisa. Théo est resté estomaqué par ses propos qu'il a rapportés à plusieurs de nos sources. Léo Grasset n'a pas répondu sur ce point. Choqué par les confidences de Manon Bril, Romain Monté de la chaîne Linguisticae raconte avoir confronté Léo Grasset sur Messenger en avril 2020. Franchement, Léo, what the fuck aussi ton comportement avec les meufs? Non, écrit Romain. Réponse, j'ai clairement des torts. Il y a un peu de slut-shaming, stigmatisation du comportement sexuel de certaines femmes, mais là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling. Bon... Ouais, pareil, donc Romain de la chaîne Linguisticae et Romain Monté de la chaîne Linguisticae, pareil, enfin... C'est bien de le confronter. C'est déjà une excellente chose. C'est déjà une première étape. Mais voilà, si, comme j'ai pu le lire ailleurs, tu as été le confident de choses encore plus graves que des propos sexistes, il y a quand même plus à faire. Et il existe des formations. Faites les formations. Vous avez, je sais pas, j'en prends une au hasard qui me vient en tête, Oser le féminisme, qui fait des formations sur la façon de réagir à des propos sexistes ou quand on a des suspicions sur une personne qui pourrait être problématique. Elles existent, ces formations-là, faites-les. En plus, elles sont gratuites pour la plupart. Bref, Léo Grasset, je pense même qu'elles sont toutes gratuites. Léo Grasset plaide l'indifférence aux rumeurs. Bah tu sais, les infos comme ça circule un peu comme un feu de paille. 3 maillons de la chaîne plus loin, j'aurais harcelé une meuf, et 5 plus loin, j'aurais agressé sexuellement. Petit smiley. Des rumeurs dont il aurait eu connaissance dès 2019. Vlad et Thomas de la chaîne La Tronche en Bien ont reçu un mail par un abonné le 25 octobre 2019 qui fait état de rumeurs d'agression sexuelle sans aucune preuve de ça à l'heure actuelle. L'abonné prévient pour éviter qu'un scandale entache toute la communauté de la vulgarisation scientifique. À l'époque, Thomas pense que cela ne repose sur rien de concret et transfère le message à Léo Grasset. Aujourd'hui, avec Vlad, il tient à soutenir les filles. Pareil, les gars de La Tronche en Bien, c'est très bien de soutenir les femmes.
Et effectivement, j'ai lu votre tweet où vous soutenez les victimes présumées. Bravo, c'est courageux de le faire, hein, c'est pas si évident que ça. Mais en fait, vous avez reçu ce message-là 3 ans avant les faits. Il y avait d'autres choses que vous auriez pu faire. J'en suis absolument convaincu. Parce que vous vous rendez compte en 3 ans les dégâts que peut faire une personne qui serait potentiellement coupable d'agression. Potentiellement, hein, je dis bien, d'accord, je n'accuse évidemment personne. Voilà la lecture de l'article. Qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu de vous parler d'autres choses, mais en fait, c'est superflu. C'est superflu, je vais m'arrêter là, je pense. Je voulais vous montrer qu'il y avait beaucoup d'autres youtubeurs qui avaient été accusés d'agression sexuelle. Vous avez VODK. Ici, vous avez Coleman Legrand. Des gens qui ont parfois des millions d'abonnés. Hein. Ici, c'est Le Bouzeux Magazine. Ici, c'est Acrobat94. Ici, c'est Norman. Ici, c'est Need Backup, accusé de pédophilie, de pédocriminalité. Ici, c'est Pirorca, pédocriminalité, etc. Ça a l'air d'être quelque chose qui gangrène absolument tous les milieux de la société, y compris les milieux Internet, quoi. Donc, voilà, je vais conclure. Voilà, 34 minutes, je voulais pas que ça fasse autant, surtout juste pour lire l'article de Mediapart. Bon. Conclusion. Je suis tombé de très très haut, ça m'a mis dans une colère noire. Je suis tombé de très haut parce que je vous raconte. Je rappelle, Léo Grasset est effectivement présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Ok. Une fois que ça c'est dit, ça ne sous-entend pas que les victimes sont présumées coupables et qu'elles inventent. D'accord. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que tant que la justice n'a pas décrété qu'il y avait des preuves suffisantes pour affirmer la culpabilité, il n'est pas possible il peut pas être déclaré coupable avant qu'il y ait un procès. C'est ça ce que ça signifie. D'accord, ok. Ça c'est dit. Ma vision très personnelle, c'est qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause tout ce qu'on vient de lire. Strictement aucune raison. Il n'y a aucune raison d'envisager que ces 8 personnes veuillent simplement porter du tort à une personne complètement gratuitement. Vous l'avez bien vu en plus de ça, porter plainte, parler des agressions sexuelles, c'est un frein également énorme à une carrière. Vous l'avez vu avec Sand Von Roy qui a été effacé de tous les films de Luc Besson après avoir porté plainte pour viol contre lui. Vous le voyez avec Charlotte Arnoux qui a porté plainte pour agression sexuelle, pour viol de Gérard Depardieu. Et elle est complètement traînée dans la boue sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça ne tient pas debout cette version-là. Donc avec toutes les précautions qui se doivent pour ne pas que je me mette en danger. Que ce soit Léo Grasset qui soit accusé d'agression sexuelle, je suis tombé de très haut. Je suis tombé de très haut et ça m'a fait ressortir beaucoup de choses très très désagréables. Premièrement parce que ça fait quand même maintenant 3 ans et demi, 4 ans, avant le confinement, donc presque 4 ans que je milite contre le sexisme. Activement, j'entends, j'avais déjà des actions par le passé, mais activement que je le fais. Je pensais avoir parfaitement compris en fait les mécanismes qui régissaient la domination masculine, la violence masculine d'une façon générale, et quand j'ai appris là il y a à peu près 4-5 mois qu'il y avait une grosse affaire qui se préparait sur un vidéaste sur YouTube, j'avais quelques pistes en tête. Je m'étais dit ok, ça va être un tel ou un tel. Jamais j'aurais imaginé que ce soit Léo Grasset qui serait accusé de ce dont il est accusé. Parce qu'il dégage une bienveillance folle, parce qu'il a un charisme fou, parce qu'il a l'air éminemment sympathique. Et pourtant, c'est tombé sur lui. Et alors ça, c'est une leçon pour moi, là, dont je me remets pas encore, là, de me dire, mais quelle naïveté, qu'est-ce que j'ai pu être stupide, en fait, d'imaginer que ça ne pourrait jamais concerner des personnes comme lui. Je dis pas qu'il est coupable, attention, je dis que je suis extrêmement surpris que ce soit sur lui que tombent ces accusations-là. Plus le temps passe dans la journée, et plus je me dis, mais non Stéphane, tu sais très bien que les agresseurs présumés sont n'ont pas de visage, ils n'ont pas de caractéristiques physiques, c'est pas des mecs grands et costauds qui peuvent causer du tort physique à quelqu'un, c'est pas ça un agresseur sexuel, c'est pas ça quelqu'un qui peut causer du tort à une femme. Quelqu'un qui peut causer du tort à une femme, c'est un homme, tout simplement. Il y a 200 à 250 000 viols ou agressions sexuelles déclarés par an, ça fait un homme sur 1000. Un homme sur 1000 qui chaque année est accusé d'agression sexuelle. Un homme sur 1000. Évidemment que ça paraît petit dit comme ça, mais vous vous rendez compte, un homme sur 1000 c'est une forme de roulette russe. Vous avez une chance sur 1000 quand vous rencontrez un homme qui soit un agresseur sexuel. Ce sont des chiffres officiels, ils sont peut-être plus importants, d'accord, et ça peut concerner absolument n'importe qui, y compris des personnes qui paraissent bienveillantes, y compris des personnes qui font des vidéos aussi intéressantes que celles que Léo Grasset faisait sur Dirty Biology. Ça peut concerner ces gens-là. Voilà. Voilà, bon, je soutiens absolu inconditionnel envers les victimes présumées de cette histoire-là.
J'ai utilisé du conditionnel pendant la vidéo. Vous savez que je prends moins de précautions habituellement, mais là, voilà, vous vous en êtes aperçu récemment. J'ai on va dire, la communauté de Stéphane Edouard sur le dos, c'est beaucoup de messages. On est à 700 messages sur YouTube, on est à 250 sur les réseaux sociaux en privé. Oh là là, je suis débordé. Du coup, voilà, je fais un petit peu attention à ce que je dis. Vous avez vu le communiqué de Léo qui dit qu'il n'hésitera pas à déposer des plaintes pour propos diffamatoires. Donc il fallait que je refasse la vidéo avec beaucoup plus de prudence dans mes propos, même si j'utilisais déjà les termes de présumé, voilà, peut-être qu'il fallait que j'ai plus de précautions. En tout cas, soutien total aux victimes présumées. Si vous avez l'occasion, il faut le faire, mais les comptes YouTube des femmes qui sont citées, il faut s'y abonner, les chaînes Twitter également. Là, je me suis abonné à Manon Bril ici, voilà, lisez un petit peu ce qu'elle décrit, allez lire les commentaires. Je vais vous en lire un pour que vous voyez à quel point les victimes sont traînées dans la boue. Là, vous voyez, j'ai pas accès à Mediapart. Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires ou c'est juste des accusations, comme si c'était moins grave? Donc la team répond juste des accusations ridicules sur des faits non prouvés ou non physiques, enfin bref, que du vent. On n'a pas accès aux infos, c'est dur à dire. Généralement, c'est du bullshit. Non, c'est 6% des cas, les fausses accusations au maximum. J'ai lu des brides du site, forcément l'information, on l'a pas. C'est principalement un ramassis de conneries féministes sans fondement, juste des meufs qui veulent gagner de la popularité, mais qui croient encore à ça. En effet, c'est facile de parler de détresse psychologique, ça veut rien dire, ça se malice pas en acte, c'est du pain béni pour eux et pour elles. Merci beaucoup à toi, Glass of Scotch, qui dit « Mais dites-moi, vous êtes des bonnes merdes, les deux là ». Merci, hein, je suis pas du tout un coutumier des attaques comme ça de nominem, ça fait du bien que ça vienne d'une autre personne comme ça, j'ai pas à me salir les mains, mais ça résume exactement ce que je pense. Donc voilà, elles seront pas soutenues, hein, les victimes potentielles, les victimes présumées, elles ne sont pas soutenues. Donc vous voulez vous engager, vous voulez faire quelque chose contre le sexisme, vous soutenez les victimes potentielles, vous suivez les formations sur le webinaire des associations RADFEM, et voilà, vous agissez du mieux que possible. Prenez soin de vous, et à bientôt.